Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. Journaliste gastronomique, chroniqueuse, autrice, Elvira Masson est présente dans de nombreux médias, la presse écrite, le digital, la radio, la télé et même l'édition. Et pourtant, cette grande timide de nature n'avait a priori pas envie d'être autant exposée. Après Lily Barbery, dont vous pouvez retrouver l'interview dans l'épisode 5 de la saison 2, c'est la 2e fois que j'interviewe une journaliste. Alors évidemment, ça m'a mis un peu plus de pression, mais c'est drôle de voir qu'elle précède souvent mes questions et aborde d'elle-même les sujets que j'avais notés. Avec Elvira, nous avons notamment parlé de l'ambivalence des métiers créatifs, entre précarité et situation assez privilégiée, des limites que l'on pose, de plus en plus notamment grâce à l'âge, l'expérience, la maturité, et l'importance des rencontres, des liens amicaux qui se tissent dans le milieu professionnel et réciproquement finalement. C'est un entretien joyeux, authentique, à l'image de cette femme contemplative, contrariée par son ambition, comme l'a décrit son ami et collaborateur François-Régis Gaudry. Bonjour Elvira. Bonjour Lily. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te voir. Moi aussi. Merci de m'inviter chez toi. Nous sommes dans ton appartement parisien. Alors, je décris toujours un peu la pièce. Toi, tu es sur un grand canapé blanc. En plus, tu portes souvent du blanc, j'ai l'impression. C'est vrai, j'aime bien le blanc, surtout en hiver. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Tu vois, je trouve ça facile et assez chic. C'est peut-être ton côté un peu suédois. Peut-être. Ça doit être ça. On va y venir. Voilà, exactement. Et donc, on est dans un coin très vivant de Paris. On va évidemment pas donner ton adresse. Et avant de commencer cette interview, j'aime bien toujours un peu raconter comment on s'est rencontrés. Oui. Et alors moi, je t'ai vu déjà il y a très longtemps quand je travaillais avec Alexandra Sénès et que toi, tu étais au Fooding. Ah oui, dis-donc. Donc ça remonte à très loin. Ouais, j'ai travaillé au Fooding entre 2005 et 2009. C'est ça, et moi avec Alex, j'étais de 2006 à 2009. Ouais. Donc tu vois, c'était vraiment... Donc je me rappelle notamment d'un événement C'était pas aux Tuileries, c'était, tu sais, vers les champs, là, tu sais, il y a eu une tente une fois. Enfin, tu sais, il y avait il y a eu tellement de choses. Tellement d'événements, mais ça pouvait être aux Tuileries. Hein, je crois que c'était... Non, c'était aux Tuileries. Oui. C'était aux Tuileries, un événement donc, dans une tente, il y avait une fête géniale. Enfin, tu vois, j'ai des souvenirs comme ça. Donc, il y avait pas mal de fêtes géniales à l'époque. Ouais, maintenant, ça a changé, mais on va dire qu'il y a encore des choses pas mal. Mais donc, c'est depuis aussi longtemps, finalement, que je te connais de nom, que je te suis. Je suis aussi l'émission Très Très Bon, notamment sur Paris Première, dans laquelle tu es depuis déjà 2013, je crois. Ça fait 12 ans, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et et on va déguster avec François-Régis Gaudry sur France Inter. Ouais. Et là, c'est encore plus long. C'est la 15e saison. Ça fait 15 ans que je tiens le crachoir. Enfin, je co-tiens le crachoir. Justement, on va en parler parce que je trouve que cette durée, elle est assez impressionnante dans ces métiers. Oui, elle n'est pas courante. Voilà. Et on s'est vu, c'était en novembre, je crois, 2024, à un dîner organisé par Veuve Clicquot. Ça s'appelle les Bold Women Dinners. Et tu y étais un peu co-host. J'étais co-host, c'est exactement ça. Ouais. À la demande de Veuve Clicquot, qui est une maison que j'aime bien, qui est assez engagée dans la visibilisation des femmes dans le monde de l'entreprise, notamment, mais pas seulement, et qui m'a contactée pour co-animer des dîners
pour faire se rencontrer des personnes du monde de l'entreprise at large, mais peut-être plutôt comme dans le monde de l'alimentation, la food, les spiritueux, quand même, il y avait un point commun. Et sont venues à ces dîners des femmes qui soit étaient déjà un petit peu installées dans leur vie professionnelle, soit au démarrage d'un projet. Et j'animais des interviews avec des chefs, des filles plus brillantes les unes que les autres et plus sympas les unes que les autres. Et on parlait un peu de nos parcours et je parlais un peu du mien d'ailleurs aussi, alors que je ne suis pas une entrepreneuse au sens strict. Quand tu es journaliste, en général, tu n'es pas entrepreneur. Et je disais un peu en rigolant à l'occasion de ces dîners, tu avais dû entendre que j'étais entrepreneuse de moi-même. Je n'ai pas créé d'entreprise, mais c'est moi, mon entreprise. Exactement. Et d'ailleurs, avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as dit je suis quand même un peu un pas de côté pour toi dans ton podcast parce que globalement, tu interviews surtout des entrepreneurs. Alors certes, mais justement, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est ton business model, pour reprendre un terme très technique, mais vraiment comment finalement tu as réussi aussi à diversifier toutes tes activités en fonction de tes envies, certainement, et de besoins que tu as ressentis de la société peut-être, mais aussi comment tu fais évoluer. Donc on va en parler évidemment, mais donc ça c'était notre première rencontre un peu, et j'avais dès ce moment-là envie de t'interviewer. Et puis, on s'est revus un peu plus récemment. Oui. Et alors ça, c'est très drôle. Je le raconte parce que... Ensuite, on va en venir à ma première question habituelle, parce qu'il y a un grand lien. J'arrive pour déjeuner chez l'Italien de la Belle Époque, qui est l'endroit dont on parle avec François-Xavier Fontbonnat, l'épisode 11, je crois, oui, de la deuxième. J'ai écouté cet épisode. Tu vois, et on parle notamment de ce dessert incroyable, le Paris-Brest à la pistache. Oui. Et donc, j'arrive là et on m'installe juste à côté de toi. Et je te reconnais avant de m'installer. Et on avait un sac à main d'une même marque, donc on a commencé à rigoler là-dessus. Et puis là, je t'ai dit, on s'est vu au Bold Women. Ah, mais c'est ça. Et après le déjeuner, on a énormément parlé. Et donc, je t'ai proposé, tu m'as dit un grand oui tout de suite. Ce qui est rare aussi, je te le dis, parce que j'apprécie. Vraiment, pour moi, c'est évidemment, on ne m'a jamais dit un grand non, mais ça peut arriver que les gens juste laissent un peu dans le vent, quoi. Toi, ça a été un grand oui tout de suite, donc j'ai adoré cette ouverture et cette spontanéité. J'essaye de rester assez spontanée, et surtout j'aime beaucoup l'idée de ces podcasts comme ça qui sont nés sur des impulsions singulières et personnelles, et j'ai plutôt envie de dire oui a priori et d'encourager ce que je trouve être un acte de création, quoi. Écoute, merci, parce que c'est exactement ça. Et donc, nous voilà aujourd'hui. Avant de parler de ton parcours et de tout ce que tu fais, j'aimerais te poser la question un peu signature, justement. Everything happens for a reason, tu le sais, c'est le nom du podcast. Et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour toi. Elle est balèze, cette question. Je l'ai préparée. J'y ai un peu pensé parce que je la trouve, elle est complexe. En tout cas, je trouve qu'elle appelle des réponses complexes et parfois même un peu contradictoires, en fait, parce qu'on peut la prendre par plein de prismes différents. Ça pourrait vouloir dire que tout arrive pour une raison parce que le destin en a décidé ainsi. Bon, moi, j'y crois un peu à ces choses-là. Je crois un peu à des signes du hasard. Je crois à des rencontres fortuites. Donc, voilà. Potentiellement, oui, partiellement à ta question. Les choses arrivent également beaucoup parce qu'on les a cherchées, parce qu'on est allé les trouver ou parce qu'on a su saisir des opportunités. Moi, je suis quelqu'un d'assez, on va y revenir, je pense. J'ai un naturel plutôt réservé et timide au départ. J'ai dû beaucoup travailler sur moi-même et penser contre ma nature et avancer un peu contre ma nature profonde, qui est plutôt introvertie, / hypersensible. Donc, j'ai dû quand même pas mal batailler pour forcer un petit peu, j'allais dire le destin, non, forcer ma nature pour aller chercher les choses. Et ça voulait dire ne pas avoir peur quand une occasion se présentait et la saisir. Et j'avais ce truc de réussir à saisir les occasions qui se présentaient sans... Je ne suis pas quelqu'un qui pousse des milliards de portes, c'est pas trop ça mon tempérament. Donc il y a une part de chance dans les rencontres, mais après il y a une part peut-être un tout petit peu quand même d'audace, dans la capacité à dire j'ai un peu la trouille, mais je vais quand même y aller. Mais dans ta question, il y a également, je trouve, une dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est celle d'une forme de déterminisme socioculturel qui me paraît, par honnêteté, important de rappeler. J'ai pu choisir ce métier de journaliste lifestyle spécialisé dans l'alimentation, mais pas que,
aussi parce que j'ai pu faire des études assez librement, parce que, voilà, et je trouve ça bien de le rappeler aussi. Everything happens for a reason, mais aussi parce que je suis née au bon endroit. Et que c'est un grand privilège. Il s'agit pas, c'est pas la fausse modestie. Je veux dire, c'est important de dire, j'ai eu la grande liberté et le grand privilège de pouvoir choisir mon métier. Complètement. Alors, j'adore ta réponse. Hein, merci. Réponse de journaliste j'allais le dire, qui ne tranche pas vraiment et qui préfère poser des questions. Ouais, mais quand même, qui a fait ses recherches avec génial, j'adore. Mais je trouve ça intéressant justement. Alors oui, moi j'aime beaucoup oui, il y a le destin. Je pense exactement comme toi. Oui, il y a une grande part de je saisis les opportunités, mais finalement je les crée. Voilà, aussi, beaucoup. C'est-à-dire que je cherche à les créer. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai une vision, j'ai tellement de choses, des envies, des objectifs, que je sais aussi que je vais les créer. Tu sais, c'est un peu ce qu'on peut appeler la manifestation. Oui. Voilà, bon, je parle à l'univers, mais voilà, tu vois, je reste quand même aussi rationnelle énormément. Mais en effet, ce côté, finalement, bah oui, toute ta culture, à quel point va t'orienter aussi, et c'est drôle, moi j'ai fait ce parallèle même dans mon premier épisode du podcast, où justement je me suis demandé en fait, mais pourquoi j'ai toujours été pas mal dans le design ou dans la mode. Je ne comprenais pas, mais en fait, j'ai baigné dedans. Oui, tu avais un capital culturel énorme au départ. Exactement. Mes parents baignaient dans la musique, le design. Je trouve ça important qu'on le dise. Mais en fait, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour le réaliser. En fait, tu t'en rends pas forcément compte. Exactement. Et c'est chouette, je trouve, en effet, d'avoir cette gratitude, cette reconnaissance, et donc d'en faire encore, de transformer encore et de continuer. Puis un élément de réponse que je t'ai pas dit, mais c'est que j'ai aussi beaucoup travaillé. Oui. Peut-être même trop. Je me calme un peu maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu un rapport assez intense au travail. Peut-être qu'on va y revenir aussi. Oui. J'ai eu beaucoup besoin de me prouver à moi-même que je ne m'étais pas trompée de métier, de choix, que j'avais raison, et me prouver à moi-même et au monde. Je ne passe pas mon temps à penser au monde, c'est complètement inconscient. Mais en faire plus plutôt qu'en faire moins, tout le temps. Voilà. Et justement, mais je crois que ça s'arrange avec l'âge, ça. Oui, voilà. On va en parler aussi, en effet, de l'évolution avec l'âge. Mais je trouve que ça commence finalement dès tes études, parce que tu as fait un genre de double... non Ah, parce que tu n'as pas fait du droit aussi ? Si, j'ai fait du droit. Ah oui, mais... Du droit et journalisme. Je n'ai pas été une énorme travailleuse. Je n'étais pas une énorme bosseuse à la fac. Okay. J'ai un diplôme de droit. J'ai ce qu'on appelait autrefois une maîtrise de... quand même, une maîtrise de droit. J'ai une maîtrise de droit que j'ai obtenue l'équivalent d'un master aujourd'hui. Que j'ai obtenue à la fac à Assas, à Paris 2. Je me suis renseignée. Voilà. Et dans cette même fac, il y avait pour les étudiants qui disposaient déjà de cette maîtrise une espèce de diplôme de conversion vers les métiers de la presse et de la communication. Ah, donc c'est ça, l'Institut français L'Institut français de presse fait partie de Paris 2, je pense que c'est toujours le cas. Et c'était une année un peu comme une spécialisation. Un master, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas comment. Une année en plus quand tu as déjà 4 ans d'études derrière toi, et qui m'a laissé la latitude de réfléchir au fait que je voulais vraiment m'orienter vers ce métier-là. Et après, j'ai enchaîné les stages. Et c'est là que je suis devenue vraiment une grosse bosseuse. D'accord. Mais alors, comment tu as choisi d'abord le droit ? Comme plein de gens, pas super matures, de 17-18 ans. J'avais peut-être pas rétrospectivement... Alors, si je m'étais vraiment complètement écoutée, si j'avais eu assez confiance en moi ou en mes choix, ou si j'avais su m'imposer plus à l'époque, j'aurais fait des études d'anglais et de sociologie, qui étaient vraiment des matières qui, a priori, étaient plus affinitaires pour moi. Mais ça faisait pas très sérieux, c'est-à-dire dans le lycée où j'étais, dans le milieu dans lequel j'évoluais, on faisait une prépa ou du droit éventuellement ou des sciences éco, et encore ça c'était pas brillant. Hippocagne, une prépa ou soit Hippocagne, soit école de commerce, soit maths sup, maths spé. Donc je me suis dit bon allez, la fac ce sera pas mal. En sachant peut-être que c'était... Mais de toute façon, le droit, ça mérite d'être tenté quand même, parce que personne ne peut avoir une conscience absolue de ce que c'est avant d'avoir entamé les études. Et je n'ai pas détesté non plus. J'ai trouvé ça assez formateur, assez structurant en termes d'organisation
de la syntaxe, mais de la pensée, du raisonnement. Je suis convaincue que ça m'a quand même pas mal servi, moi. L'esprit de synthèse et d'analyse, incroyable, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est une des choses que j'espère avoir dans mon boulot. Et si je n'avais pas l'esprit de synthèse, je ne pourrais pas cumuler les activités. Je ne vois pas comment je pourrais. Parce que je dois quand même aller straight to the point assez souvent. Et parfois, d'ailleurs, pas trop faire dans la dentelle. Il faut quand même que j'aille un peu vite parfois. Et j'ai l'impression quand même que mes études de droit m'ont un peu servi à ça. Certainement. Mais tout de même, après ces 4 ans et après un stage dans un cabinet d'avocat en Angleterre, que j'avais trouvé super, d'ailleurs, je me suis dit oui. Je lis quand même les journaux toute la journée, je lis de la presse américaine, je lis de la presse anglaise, je me ruine, je dépense tout mon argent chez Smith à m'acheter toute la presse anglo-saxonne. J'achète tous les magazines dès qu'ils sortent. Il y avait aussi une grande culture de presse dans ma famille. On écoutait beaucoup la radio, on écoutait beaucoup France Inter. Mes parents étaient abonnés à pas mal de magazines, donc c'est en ça que je parle aussi de capital culturel. C'est que, comme toi avec le design ou l'éducation, que l'œil se forme à l'esthétique, au beau, etc. Je venais quand même d'une famille où ça parlait beaucoup presse. Il n'y avait pas de journalistes du tout dans ma famille. Mais il y avait, mais comme dans beaucoup de classes moyennes, parisiennes, il y avait au moins 2 hebdos, un culturel, un politique. Et j'adorais ça. Je découpais des articles et je me faisais des revues de presse. Mais j'ai quand même pas, j'ai pas osé présenter un concours d'école de journalisme. C'est ça. J'ai quand même fait quelque chose qui était facile. Il suffisait de remplir un dossier. Tu t'es presque cachée derrière le droit. Un petit peu cachée. Voilà. J'assumais pas complètement. J'ai le droit de ne pas être une bonne journaliste puisque j'ai pas. En tout cas, voilà. Et néanmoins, ce passage à cet endroit-là m'a quand même confortée. Enfin, c'était une bascule assez naturelle vers les premiers stages que j'ai faits. Après, les stages ne se sont pas arrêtés, se sont transformés. J'ai été un peu pigiste et j'ai pu arrêter de travailler. Et c'est là que j'ai bossé vraiment dur. Et alors, justement, tu parles, parce que c'est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la presse, mais c'est vrai qu'en général, on est pigiste. Oui. C'est-à-dire que tu fais des piges, tu peux les faire pour différents supports. Ça peut être, en général, pas mal de presse écrite, mais tu peux être pigiste, et c'est là que tu as ta carte de presse, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a vraiment évolué. J'ai l'impression qu'il y a moins en moins de pigistes. Sûrement, parce que c'est hyper difficile. Parce que justement, c'est très difficile. Et donc, que les journalistes sont un peu obligés de cumuler des casquettes. Donc ça va m'intéresser ça m'intéresse de savoir justement si toi, la multiplication des casquettes est venue vraiment par une envie, ou est-ce que c'était purement alimentaire, que tu avais besoin de toute façon de diversifier énormément tes activités? Moi, j'ai longtemps été journaliste à l'Express. Pour la partie art de vivre de l'Express, c'était un supplément qui s'appelait l'Express Style. Ouais. Alors là, j'ai fait différentes choses. J'ai écrit beaucoup sur la cuisine et la gastronomie. J'ai écrit un petit peu sur le design à une époque, un peu sur la mode. Et à un moment, je suis devenue chef de service société. Puis après rédac chef. Moi, j'étais salariée en CDI. C'était un boulot. Donc, exclusivement Non, pas du tout. Ça n'a jamais été exclusif. Ah. Et c'est quand j'étais à l'Express que j'ai commencé à bosser et pour Paris Première dans Très Très Bon et à France Inter dans l'émission On va déguster. Mon camarade de bureau était François-Régis Gaudry. Mais oui, qui se était à l'Express aussi. Un de mes plus proches amis dans la vie. On était à l'Express ensemble. Et il m'embarque pour ce qui était au départ une émission d'été, la grille d'été de France Inter, avec des programmes, j'allais dire, destinés à ne durer qu'un été. Et on fait ça en même temps que nos jobs respectifs à l'Express. C'est une hebdo, c'est une émission hebdomadaire. C'était une hebdo à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Ouais. Donc là, j'étais déjà cumularde en fait. J'étais cumularde alors que j'avais un poste à responsabilité. Et après, j'ai quitté un moment l'Express après plusieurs années pour faire un truc qui n'a rien à voir. Ça, tu sais peut-être pas, parce que ça apparaît moins. J'ai bossé presque 3 ans chez Vestiaire Collective. Si, je le sais. Oui, tu sais tout, en fait. Je me doutais, en fait. En le disant, je me doutais que tu savais. J'ai vu ça, ouais. Et j'ai fait ça. Alors là, c'est comme souvent dans ma vie. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de mes responsabilités à l'Express. Je ne pouvais pas en avoir d'autres plus grandes parce qu'il y avait déjà une directrice de la rédaction qui était super, Lydia Bakri, qui est une femme que j'aime beaucoup et qui était géniale. Mais elle était en poste. Enfin, voilà, oui, je me disais, il y avait un truc qui me travaillait un peu, c'est que je n'avais jamais eu aucune expérience digitale. À l'époque, l'Express était un peu en silo, le print et le web ne travaillaient pas forcément de façon très synergique. Je ne sais pas, on dit synergique ? Synergétique. Synergétique, peut-être.
Et je me disais, ce serait quand même intéressant. Par ailleurs, je m'intéressais beaucoup à titre personnel à la seconde main. J'aime beaucoup la seconde main, que ce soit pour le mobilier, que ce soit pour la vaisselle, la céramique et les vêtements. Pour l'histoire, voilà, en fait. Voilà. J'étais déjà beaucoup dans une approche aussi, pas forcément décroissante, mais j'aime pas m'acheter des tonnes de vêtements. Et j'aime bien l'idée de donner une deuxième vie à des vêtements qui dorment dans des penderies des uns et des autres. Puis je trouve que c'est un charme en plus. Bon, bref. Et donc je trouvais que leur modèle était génial, je trouvais que la boîte était chouette. Vestiaire Collective, qu'on l'explique si on ne connaît pas. C'est un site de e-commerce. Voilà, mais luxe. C'est de la seconde main luxe. Luxe ou prêt-à-peu, c'est pas que du luxe. Oui, enfin bon, t'as pas du Zara. Non, il n'y a pas de fast fashion. Voilà. C'est pas forcément du luxe. Non, t'as raison, merci de préciser. La fast fashion est bannie parce qu'ils ont quand même une conscience écologique assez importante. Ouais. Mais tu peux très bien trouver une fringue à 100 balles si tu veux. C'est pas que des sacs Hermès. Oui, c'est pas. Oui, non, mais ça peut être de l'accès. Donc c'est très mode au sens de prêt-à-peu et luxe. Et il n'y a pas de il y a pas de Zara, il y a pas de fast fashion, voilà. Et donc je trouvais que la boîte était chouette. J'entends par une amie qu'ils ont vraiment besoin d'augmenter la voilure sur la production de contenus éditoriaux. C'est super important pour ces boîtes-là de raconter une histoire, à la fois leur histoire à eux, mais des histoires aussi liées aux acheteurs et vendeurs de vêtements, parce que une fille qui vend toute sa collection de fringues comme des garçons des années 80, ça mérite vraiment d'être raconté en images, en texte, en vidéo. Mais voilà. Et donc ils n'avaient pas tellement, ils avaient des fiches produits, mais ça manquait un petit peu d'histoire, de storytelling, comme tout le monde disait à l'époque. Et ce qui était, je me permets de t'interrompre, ce qui était la force de Net-à-Porter, qui n'est pas un site de seconde main, mais qui est vraiment le site de e-commerce hors fast fashion, pour le coup. Et vraiment, c'est comme ça qu'ils se sont... Et c'était d'ailleurs le modèle un peu pour Vestiaire Collective. Ils regardaient Net-à-Porter. Il y avait même un magazine print à une époque qui s'appelait Porter, je ne sais pas s'il existe toujours. Oui, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une dimension média, quoi. Et Vestiaire Collective regardait ça en disant, nous aussi on a besoin de ça, et on a encore presque plus d'histoire, parce que vraiment c'est des histoires très personnelles, très singulières, d'acheteurs, de collectionneurs, de fous de telle marque, et puis aussi comme une dimension de circularité économique, circularité de la mode et tout. Et donc ils m'ont recrutée comme directrice éditoriale, et j'y suis allée aussi parce que j'ai adoré les cofondateurs, les fondateurs de cette boîte. Je les ai aimés comme collectif, j'ai tous aimé individuellement. Et ils étaient épatants, ils le sont toujours, certains sont encore là d'ailleurs. Et ils m'ont tellement plu que moi qui me disais, je suis journaliste en presse écrite, c'est quand même un peu curieux. Et en fait, j'étais totalement excitée par ce challenge, et je trouvais génial aussi d'avoir une expérience digitale que j'avais pas du tout. Et mode. Et ça m'a énormément plu. C'était beaucoup de boulot. Parce que... Tu avais une équipe de combien de personnes ? J'avais une équipe de 7-8 personnes. Il y avait des stylistes. Donc il fallait manager aussi ? Ah oui. Donc, et ça, j'ai plutôt bien aimé, même si c'était très fatigant, parce qu'il fallait manager cette équipe qui était vraiment géniale. Donc ça, c'était plutôt... qui avait beaucoup d'envie, qui était très à l'écoute. Mais donc très motivant, parce que motivé. Il fallait quand même le faire. Moi, je partais un peu from scratch, donc il y avait beaucoup, beaucoup à faire. Dans une entreprise quand même, avec à des postes clés, des gens qui viennent vraiment du business pur et dur. Donc des objectifs, des KPIs. Alors moi, j'avais des KPIs, mais pas tant que ça. Mais parfois, j'ai l'impression que je parle un peu chinois ou qu'on me parle un peu chinois. J'ai dû absorber une langue qui n'était pas la mienne, cette espèce de nouvelle langue du business. Bien sûr. Puis au-delà, le jargon du marketing. Mais juste ça, on s'aperçoit qu'on absorbe assez vite, voire qu'on se déforme assez vite. Et puis j'avais aussi, ils avaient des bureaux ailleurs dans le monde. Donc j'avais des homologues ou des équipes qui attendaient aussi un petit peu ma strate, mes consignes ailleurs dans le monde, ce qui fait que j'avais gardé Inter, j'avais gardé la télé. Parce que déjà, là, Vestiaire, c'était vraiment un full-time job. Déjà, il est énorme. Mais mon boulot à l'Express, c'était aussi un full-time. En fait, ma vie, c'était que j'avais des full-time jobs, et en plus, j'avais ces émissions qui, certes, sont... On va déguster, je ne suis pas la productrice de l'émission, c'est France de Régis qui porte sur ses épaules. Mais néanmoins, on est très... chacun il faut trouver des idées toutes les semaines, il faut faire du jus de crâne, il faut... Voilà. Et chez Vestiaire Collective, c'était un peu hard parce que en plus mon fils était tout petit à l'époque. Je voulais exactement te poser cette question. Niveau perso, t'en étais... Il avait 4 ans, je pense 3-4 ans. Je m'étais séparée de son papa. C'était pas toujours... Alors, en même temps, quand tu es séparée du papa, il y a une semaine sur deux où tu... mais quand même. C'était concomitamment. Je me suis séparée à ce moment-là. Donc, effectivement, les semaines où j'avais pas mon fils, je pouvais vraiment bosser. Mais il n'y avait pas un soir, effectivement, où je rouvrais pas mon ordi.
ne serait-ce que pour me tenir à jour des mails avec le décalage horaire. Ne serait-ce que là, c'était même pas c'était même pas du staccanovisme, c'est que je n'avais pas tellement le choix, quoi. Il fallait répondre aux mails, et si je les laissais en suspens, c'était pire le lendemain. Et c'est très intéressant. Je me permets de rebondir là-dessus. Tu vois, j'ai par exemple une cliente architecte d'intérieur qui a un bureau à Paris, un bureau à New York. Et elle vit exactement cette même difficulté du décalage horaire et de devoir être performant à 2 fuseaux horaires qui ont 6 heures de décalage. Et toi, c'était même peut-être plus s'il y avait la côte ouest aussi, j'en sais rien. C'était New York et après il y a eu Hong Kong aussi. Ouais, mais vers la donc fin. Tu es dans les deux côtés, c'est un enfer. C'était tout à la fin, donc je l'ai peu connu ça. Tu vois, mais ça pose aussi, ailleurs, je pense... Il y avait une boîte avec un ADN très français, donc il fallait raconter cet ADN français et justifier mes choix à des personnes qui n'avaient pas cette culture-là. Parce que les fondateurs tenaient vraiment à ce qu'on reste français et très parisien, pas au sens clivant, excluant, mais c'est une vraie carte à jouer aussi. Et donc il y avait parfois des petits fossés culturels. Il y avait les fuseaux horaires, mais il y avait aussi une autre culture à justifier sans cesse. Mais tu vois, je trouve quand même que ça pose la responsabilité de l'entreprise pour ce genre de poste. Ouais. Parce que c'est énormément demandé à une seule personne. Et comment on peut quand même essayer de simplifier la vie et plutôt que de l'alourdir, parce que là, en l'occurrence, ça ne sert à rien de refaire le match a posteriori, mais je trouve parce que par ailleurs, j'ai adoré cette expérience. Voilà, non, mais bien sûr, mais je trouve que ça se retrouve partout, dans toutes les industries, dans tous les postes à haute responsabilité, dès lors que que le marché est mondial. Comment on fait, tu vois, et on se sent, je trouve que ça se rapproche énormément finalement de ce qu'on vit avec Instagram, etc. On est tellement tout le temps connecté et on a cette overdose et on se plonge dedans aussi, mais finalement, moi par exemple, mon téléphone est éteint la nuit et dans une autre pièce, tu vois, dans la cuisine. Donc si je fais une insomnie, ce qui m'arrive de plus en plus souvent avec l'âge, mais si je fais une insomnie, je ne prends pas mon téléphone. Mais je sais que beaucoup de personnes le font. Et donc tu repars dans, tu vois. Attends, je te coupe un instant. Mais oui, tu fais bien parce que je fais une énorme digression. Tu as fait ça parce que sinon, quand tu te réveillais, tu prenais ton téléphone. Exactement. Tu n'arrivais pas à t'en empêcher. Tu le rallumais. Oui. Oui, d'accord. Je pense. Attends, comment c'est marrant ce que tu as bien fait ça pour t'empêcher d'un comportement. C'est quand je travaillais dans le retail et on avait le BlackBerry avec tous les chiffres. Et donc, je me réveillais et mon mec me disait déjà à l'époque, le dimanche matin, la première chose que tu fais, c'est d'allumer ton BlackBerry pour voir les chiffres. C'est pas possible. C'est grâce à lui. C'est pas moi seule. Ouais. J'étais complètement... Il faut souvent une alerte de l'extérieur. Oui, heureusement. Bon, bref, j'ai fait une énorme digression. Mais parce que je trouve que c'est... aussi. Oui, parce que finalement, toi, c'est quand même... Certes, tu as adoré cette expérience, mais en plus, avec tout... Enfin, je sais même pas comment tu as fait humainement, physiquement et mentalement pour assurer pendant quand même quelques années avec tous ces jobs en même temps. Et t'as pas eu un épuisement Oui, alors attends, à l'époque, j'avais commencé au tout début dont on va déguster l'émission sur France Inter, j'étais présente tous les dimanches. Alors, parfois, les émissions étaient enregistrées. À ce moment-là de ma vie, je n'étais plus présente que 2 dimanches par mois. Donc, c'est quand même pas la même chose. Hein. Le fil à la patte, entre guillemets, de l'hebdo, c'est pas la même chose que bimensuel. Certes. Et les tournages pour la télé, je me débrouillais pour que ce soit à l'heure du déj, je cavalais sans cesse. Ouais. Mais tu avais l'impression de vivre intensément et c'était peut-être ça aussi. Mon boulot me passionnait, je me sentais hyper responsable. Moi, je me sens très très responsable quand j'ai une équipe. Je veillais vraiment, je crois que je veillais à leur bien-être. Ça se passait plutôt bien avec chacune. J'ai eu un cas problématique avec qui ça se passait pas très bien, mais sinon. J'ai l'impression qu'elles évoluaient bien, qu'elles étaient contentes, on se parlait, c'était hyper important pour moi. Donc, quand tu éprouves ça, tu penses un peu moins à ce que toi. Tu ressens. Voilà. Et puis, j'étais plus jeune, et puis voilà. Néanmoins, quand j'ai pris la décision de partir, c'est un moment où la boîte était rachetée. Il y avait des nouveaux investisseurs qui venaient vraiment du retail super hardcore. Et là, j'ai devancé l'appel, j'ai deviné que ça n'allait plus être la même mayonnaise et que sans doute, il y aurait un peu moins de place pour le storytelling, un petit peu moins de place pour tout ça, et qu'on me demanderait, à mon avis, de monitorer des tableaux Excel et des chiffres et craquer de la data, que j'étais tout simplement presque, j'allais dire, neurologiquement incapable de faire. Enfin, j'ai pas cette intelligence-là, j'ai pas cette formation-là. Je ne sais pas, en fait, je sais pas me servir d'un tableau Excel.
J'exagère un peu et je m'en fous. En fait, et ça m'intéresse pas. C'est que t'aimes pas ça. C'est une compétence dont j'ai pas besoin. Donc je ne pouvais travailler dans ces boîtes-là que si on me demandait pas trop ça. Et je savais très bien que ça allait shifter. Et donc j'ai pensé que c'était le moment opportun pour partir. Donc c'était au bout de combien de temps sur deux ans, dit 3 ans, mais je crois que c'est 2 ans et demi. Je suis pas hyper bonne en date. C'est pas très grave, mais c'est juste pour avoir un peu une idée quand même de l'expérience. Quand même. Mais qui aurait pu durer plus longtemps si en effet j'avais pas vu ce spectre de. Mais d'ailleurs ça a fait du bien à cette boîte et puis ils ont vraiment enfoncé le clou par ailleurs de la sustainability, d'un discours très structuré sur le sujet. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi monter en puissance de business et rester fidèle. Mais moi, mon rôle, je me doutais qu'il allait être complètement crunché dans quelque chose de beaucoup plus business et chiffres. Alors qu'il y avait quand même une dimension business à mon poste, mais plus n'aurait pas été possible pour moi. Et ça n'allait pas m'intéresser. Je n'avais ni la compétence, ni l'envie de l'acquérir, en fait. Mais génial, c'est bien de le savoir, d'être clair. Non, je suis lucide. Hein. Bah ouais, mais je peux c'est pas toujours facile. Hein. Et à ce moment-là, alors j'ai eu une période plus cool, parce que je suis partie. T'avais plus que 2 jobs. J'avais plus que 2 jobs. Pendant 1 an, j'ai eu plus que 2 jobs. J'ai fait un petit peu de conseils à droite à gauche. Des marques m'ont appelé, mais ça pouvait être un petit peu de conseil éditorial pour un grand magasin. Ça pouvait être donc en off, quoi. Un peu en off, en marque blanche, voilà. Ouais. Et j'ai fait un peu ça. Et j'aime bien faire ça d'ailleurs. Je le fais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps et que on s'imagine que de toute façon je suis tellement occupée à ce que je fais de visible médiatiquement donne l'impression que c'est du full-time. Ça n'est pas vrai, c'est pas du full-time, mais ça occupe le terrain. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je peux pas m'en empêcher d'essayer de donner un conseil, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être toi dans ta communication une façon différente justement d'aller un peu, si c'est ton envie, d'aller un peu les chercher un peu plus? Je l'ai un peu fait, j'ai un peu fait savoir, mais à ma façon. Très nanana, on dit pas trop les choses. J'y vais pas en mode warrior, quoi, moi. Non, c'est pas du tout mon tempérament. Mais il faut que ça reste... Oui, mais parce que c'est aligné avec qui tu es profondément. Et puis attends, là, je faisais aussi, c'était en 2019. Donc en 2019, j'avais. Donc juste avant le Covid, parce qu'on a un peu tous un marqueur. C'est J'étais pas toute jeune, donc ça fait que tu as quand même un réseau qui tu peux instiller des infos en disant voilà, j'ai quitté Vestiaire Collective, je fais ça, je suis open pour des missions de conseil. Ça se passe comme ça, tu as moins besoin de claironner les choses aussi. Bien sûr. Donc j'ai fait un peu ça. J'ai dû commencer un bouquin. Non, j'ai commencé pendant le Covid, mon bouquin. C'est ça, hein. Donc le premier. Non, je n'ai pas commencé en 2019, je crois. Si, fin 2019, quand même, oui. Après quelques mois, j'ai pitché mon premier livre qui s'appelle Dans ma cuisine aux éditions Marabout. Et donc tu l'as pitché auprès de l'éditeur. Ouais. Et comment tu as choisi l'éditeur? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui est venu à toi? J'ai appelé Emmanuel Levallois, qui était le directeur artistique de Marabout, qui maintenant est celui du Chêne, qui est le même groupe, c'est Hachette, qui était l'éditeur des livres On va déguster. Et il y en avait déjà 1 ou 2 à l'époque, je crois. Et je parle de mon projet de livre à François Régis. Il me dit, mais il faut que tu appelles Emmanuel. Oui, c'est logique. Et Emmanuel Levallois, qui est un type super, très fin, qui a très bon goût, etc., n'était plus chez Marabout, d'ailleurs. Non, j'ai des bêtises. Il était au Chêne. Et donc, je lui pitch pour le Chêne, parce qu'il est au Chêne. Et finalement, il me dit super, super, super. Je commence à avancer. Et finalement, le Chêne m'a rebasculé sur Marabout, parce que c'était plus en phase avec le catalogue Marabout que celui du Chêne, qui à l'époque était très patrimonial. D'accord. Donc moi, c'était vraiment pas patrimonial, c'était un peu ma cuisine, vite fait, bien voilà. fait. Voilà. Et, il s'appelle Dans ma cuisine. Il s'appelle Dans ma cuisine. Il est vraiment, c'est un livre qui a été bricolé ici, dans une cuisine qui est pas très grande, que tu n'as pas encore vue, mais qui est pas grande, et qui est une cuisine d'une personne urbaine qui a pas des masses de temps. Alors, j'ai beaucoup de produits. Mais dans ce livre, il n'y en a pas tant que ça. Parce que j'ai commencé à bosser le bouquin. On a commencé avec Pierre-Luc Penato, le photographe, à faire les photos, je pense, à l'automne 2019. On donc pas ici. Le confinement est arrivé dans ma cuisine, absolument. Parfois un peu ici, dans mon salon. Le titre est bien choisi, donc. Et le confinement est arrivé en 2020. Ouais, c'est ça, mars 2020. Le bouquin n'était pas du tout fini. Enfin, on avait commencé pendant l'hiver, quoi. Et donc, ça s'est arrêté. Le confinement a eu ceci de bien, parce que je ne vois pas ce que ça ait bien sinon, de me faire réfléchir à la difficulté que les gens
peuvent avoir à la maison de faire un repas par jour pour leurs enfants équilibré, et que c'est une prise de tête, et que tu n'as pas la place, et que tu n'as pas que ça à faire, et que tu as envie de faire autre chose, et que tu as envie de... et que tout le monde n'a pas les mêmes produits que j'ai moi grâce à mon boulot. Donc j'ai totalement changé mon index, et dès qu'il y avait des produits trop compliqués, je les ai virés en fait. Donc il m'a servi à largement simplifier mon répertoire, et je pense que mon livre a bien marché grâce à ça. C'est vraiment très simple. Ouais. Plutôt que de me la jouer sous Ottolenghi, il y a des inspirations d'ailleurs, mais avec peu d'ingrédients. C'est-à-dire que moi, sortie de la harissa, du paprika fumé et un petit peu de za'atar, et c'est bien le maximum, je suis pas allée et en dehors de ça, des recettes qui sont prêtes en une demi-heure maximum aussi. Il y en a une ou deux qui sont plus longues. Si le confinement n'était pas passé par là, je pense que mon livre aurait été plus sophistiqué. Intéressant. Avec des produits plus complexes. Mais finalement, justement, on galérait tellement même à trouver tellement en des empathie produits avec mes copines. Ils me disaient, j'en peux plus, je pète un câble. Je sais pas quoi faire. Et tu vas pas dire à quelqu'un qui sait pas quoi faire qu'il faut qu'elle aille acheter de la mélasse de caroube pour faire... non, même si j'adore ces produits-là, c'est mon job de mettre en avant des produits d'ailleurs, d'autres cultures, pour que tout le monde ouvre ses chakras. Je me suis dit qu'il fallait remplir un peu un office, qu'il fallait que ce livre soit quand même un peu serviciel. De base. Voilà. Super. Et je me suis dit, peut-être les gens vont me croire quand je leur dis qu'on peut cuisiner quand même vite et bien. Et alors un livre, parlons-en un petit peu maintenant justement, parce que c'est donc une facette de ton activité. Comment, donc tu as l'idée justement, voilà, tu pitches comme tu viens de l'expliquer, à un éditeur, etc. Ensuite, on le sait, en général, ça fonctionne avec des avances sur royalties, un etc. avaloir, Voilà, un avaloir pour le terme de l'édition. Et par exemple, si tu souhaites faire un autre livre chez un autre éditeur, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. J'avais pas de contrat qui me liait pour Mais plus d'un livre. Mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. J'ai des copines autrices qui étaient liées chez leur éditeur par un contrat d'exclusivité pour 2 livres ou 3 livres. Voilà. Okay. Après, légalement, je sais pas, tu peux pas lier un auteur à vie, je pense, mais pour un certain nombre d'ouvrages, ou peut-être une durée dans le temps. Je sais pas comment ça se passe. Moi, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, je ne l'aurais pas signé parce que moi, j'ai un truc quand même, c'est que j'aime bien. Je suis quand même. Oui, voilà. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très indépendante, je suis très autonome, même si j'adore le collectif. Et que paradoxalement, contrairement aux apparences, je n'aime pas beaucoup me mettre en avant. Mais la vie a fait que je suis souvent mise en avant, mais c'est pas mon truc. Et j'aime bien être dans la roue de quelqu'un, j'aime bien être en groupe, j'aime bien le collectif. Mais dans ce collectif, j'aime vraiment bien qu'on ne me dicte pas ma conduite et j'aime bien avoir une grande liberté de mouvement et pouvoir dire non et me carapater à tout instant. Donc, on reviendra sur l'exposition. Justement, on en reviendra sur l'aspect médiatique. On va y revenir après parce que c'est très intéressant d'aller creuser ça aussi. Mais alors justement, par rapport au ton deuxième livre, je dis deuxième parce que je sais qu'il y en aura un autre après, sinon j'aurais dit second, ça ne m'appelait pas de suite. Je l'ai. C'est le manuel gourmand de la ménopause. Oui. Et en fait, c'est intéressant. On en a un peu parlé justement au Bold Women Dinner de cet ouvrage. Oui. Tu l'as coécrit avec Jennifer Hart-Smith, qui elle est naturopathe et pâtissière, double formation. Voilà, exactement. Et en fait, je trouve intéressant parce que et c'est marrant là, il y a quelques jours sur The New Yorker, ils ont, figure-toi, fait un article. Là, il y a un article qui vient de sortir sur Menopause is having a moment. Donc vraiment, la ménopause, en fait, c'est pas en retard. Hein. Oui, bon. C'est The New Yorker, ça reste. Ouais, mais aux États-unis, ça fait un moment. Mais oui, parce qu'il parle notamment de Drew Barrymore, de pas mal d'autrices qui ont écrit sur le sujet, etc. Et justement, c'est vrai que on en parlait peu jusqu'à présent parce que c'est toujours un peu tabou. C'est pas un truc tu dis bonjour, je suis ménopausée, tu vois. Mais ça a un impact tel sur la vie de femme, sur le travail, sur sa façon même de gérer, même les activités, de comment on va sur la fatigue, sur le sommeil, sur l'appétit, sur aussi quoi manger, il faut faire évoluer son alimentation, c'est ce que j'ai appris récemment, etc. Et c'est pour ça que j'adore ce manuel, notamment avec quels sont un peu les aliments qui sont des stars pour les femmes en général et a fortiori à l'approche ou dans la ménopause. Et justement, tu as dit dans un post Instagram de septembre dernier
Je n'en fais pas mystère, j'ai 47 ans, bon maintenant c'est 48. Un âge où il est largement temps de penser à se faire du bien quand on a le privilège de pouvoir le faire. Pour moi, ça passe beaucoup par ce que je mange. Parfois, ça peut être gras et sucré. Parfois, le plus souvent même, c'est naturellement vertueux et bienfaisant. C'est tout l'objet du manuel gourmand de la ménopause, des recettes simples adaptées aux problématiques liées au vieillissement pour gagner en force et en vitalité tout en prenant beaucoup de plaisir. C'est bien dit. C'est gentil, merci. Et tu sais, c'est drôle parce que ça m'a un peu fait penser aussi à Sophie Fontanelle et son affirmation de la blandeur, comme elle le dit, de voilà comment elle a même documenté son passage à ses cheveux blancs, la repousse terrible, bigou, etc. Et d'être de plus en plus visible en tant que femme dans ces moments d'évolution, finalement, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais surtout de faire quelque chose qui soit utile. J'ai l'impression que c'est ça qui était vraiment important pour vous deux, en fait. Complètement, c'est vraiment ça. Tout a commencé par un article qu'on a fait dans Marie Claire, parce que l'une des autres casquettes que j'ai, c'est que je suis rédac chef adjointe de Marie Claire. Lifestyle. Voilà. Et donc dans Marie Claire, on fait plus les numéros qu'on faisait autrefois dans la presse féminine, qui étaient les numéros perdre 3 kilos on appelle ça les numéros et les numéros anti-âge. Alors maintenant, c'est plutôt bien vieillir. Et dans le cadre d'un de ces numéros bien vieillir, même si en fait on aborde ces sujets-là un peu tout le temps, mais là il y avait un numéro un petit peu plus sacralisé, je dis, il faudrait faire quelque chose sur les aliments qui font vraiment du bien. Et je me dis, je ne vais pas l'écrire seule. Je vais appeler Jennifer, qui est une copine, qui est hyper compétente, qui est donc ma co-autrice, Jennifer Artemis. J'appelle Jennifer, je dis voilà, je dois faire ce papier, est-ce qu'on ne l'écrirait pas ensemble? Elle me dit génial ce sujet. Je dis il faut quand même le penser vraiment ménopause. Il faut le penser parce qu'on va le nommer dans le chapeau du papier, parce que ça suffit un peu de tourner autour du pot. Donc c'est pas nommons les choses. Et elle me dit génial, je suis trop contente, c'est hyper excitant. Elle se replonge dans ses connaissances, dans ses bouquins, dans ses notes de cours de naturo. Elle me livre des pavés pas possibles bourrés d'infos. On fait le tri là-dedans et on fait, je sais plus très bien comment on fait ce papier de 4 à 6 pages avec quelques ingrédients stars, comme tu dis, et des recettes hyper simples pour se l'approprier. Parce que c'est bien sympa d'avoir des produits stars, mais si les recettes font 3 pages, c'est pénible, pas possible. Donc on fait ça, je me dis c'est vraiment intéressant, on n'en parle plus. Et puis quelques semaines après la parution de l'article, une éditrice des éditions du Seuil, Nathalie Fiesman. Donc là, c'est l'inverse de... Tu vois, c'est intéressant. Oui. Et Nathalie nous appelle en disant c'est vachement bien votre papier, mais c'est vraiment beaucoup trop court. C'est un sujet de livre. Et Nathalie n'était pas du tout éditrice culinaire. Au Seuil, ils ne faisaient pas de livre de cuisine, c'est pas leur truc, c'est pas leur rayon, quoi. Et elle nous dit il faut faire ce livre, il faut raconter tous ces produits. Il faut des pages comme ça assez pédagogiques et thématiques. Et puis, il faut un max de recettes pour qu'on se rende compte que ça va aller, quoi. Et que ça donne des clés. Et il faut que les recettes soient désirables et chouettes et pas trop compliquées. Et j'ai eu ce petit temps de latence avant de dire oui. Où me parler de la ménopause et de l'alimentation cachée derrière la marque Marie Claire, qui est mon magazine que j'adore et où je fais mon job de journaliste à Marie Claire. C'est le travail de Marie Claire pour moi de faire ça. Et je me suis au service de ce collectif-là. C'est pas en mon nom propre, m'allait très bien. Mais de là à embrasser cette cause, parce que c'est forcément une cause, en mon nom, j'ai eu 48 heures un petit peu d'hésitation. Mais comme on a toutes eu, surtout peut-être en France, parce que je pense que les anglo-saxons sont beaucoup plus détendus sur le sujet que nous, j'ai ce truc de ah mais alors du coup les gens vont penser que je suis ménopausée, ce qui n'était pas le cas, mais bien sûr, pas le cas. Non, mais cette question elle est légitime. Je trouvais génial que ce bouquin puisse exister. J'avais pas forcément envie de le faire moi en mon nom. Ça pouvait être gênant presque, mais gênant pour des trucs, des raisons complètement antiféministes, si tu veux, des raisons complètement intégrées de ça se fait pas trop de parler de ça, tu vois. Mais évidemment, je m'en suis défendue et je me suis dit c'est le moment de ces petits blocages là que j'ai, c'est de mon devoir de les déconstruire. Donc j'ai mis 48 heures à me dire ça va tout à fait aller. Et à partir du moment où je l'ai décidé, j'étais hyper fière de le faire. Et il n'était plus question de ne pas avoir le mot ménopause sur la couverture. Parce que ça aurait pu être des recettes pour bien vieillir. Là, j'y suis allée tambour battant. Ça aurait pu être un peu un euphémisme. Là, à partir du moment où j'ai décidé que j'y allais à fond et j'assume et je suis bien contente. Et effectivement, pour répondre longuement à une question courte, il y avait l'idée quand même d'être utile. Il fallait que ça serve à quelque chose. Et que des gens, femmes, hommes, jeunes, plus âgés, se disent « Ah bah c'est cool de parler de ça ». Et notre éditrice, Nathalie, avait eu le nez creux. Elle nous avait prédit
elle avait dit il va y avoir un moment ménopause tu vois en France à l'automne 2023. Ah ouais. Là, on était 1 an avant. Et j'avais dit, c'est ça, un moment Génial. ménopause. Ah, mais ça, c'est top. J'avais dit, on peut le faire plus tard. Elle m'a dit, non. Ouais. Elle m'a dit, plus tard, c'est peut-être trop tard. Et elle a vraiment 1000 fois raison, parce qu'au moment où notre livre est sorti, je crois que c'est à ce moment-là qu'Elsa Wolinski a sorti son podcast sur la ménopause. Claire Fournier, son podcast aussi sur la ménopause. Il y a eu un roman graphique sur la ménopause. Il y a eu plein de bouquins. Il y a eu vraiment une espèce de convergence de parution, de publication, de podcasts qui a fait qu'il y a vraiment eu un moment ménopause, comme le New York Times en parle actuellement. 1 an après. Voilà. Et du coup, on a eu beaucoup de presse qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait eu que notre livre. Ouais. Cette convergence a fait qu'il y a eu un éclairage. Alors maintenant, j'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé, je t'avoue, parce que je pense qu'on reste quand même un pays qui n'a pas une passion pour les sujets contraires au corps, qui n'a pas une passion pour les sujets liés au vieillissement et aux problématiques féminines, et que c'est redevenu un peu niche. Il y a eu des grands papiers dans tous les quotidiens, on a beaucoup parlé de ça. Je trouve que l'intérêt des supports généralistes ou du mainstream est un peu retombé. C'est intéressant ce que tu dis. En revanche, oui, il y a des podcasts et il y a les personnes engagées sont au courant. Mais c'est pas un sujet non plus qui s'est banalisé comme je l'avais espéré à l'époque. Je trouve que, de manière générale, je trouve qu'il y a une petite régression sur tous les sujets féminins et féministes pour des raisons politiques évidentes. Bien sûr. Oui, et je ne pensais pas en 2023 que ça régresserait comme ça. Et donc, c'était pour être utile, bien connaître tous les symptômes. Et puis, en fait, savoir, c'est pouvoir. Je te dis pas qu'il faut suivre toutes nos recettes à la lettre. Je dis pas que tout le monde va manger du tofu tous les 3 jours et mettre de l'huile de colza à toutes les sauces. D'ailleurs, moi-même, je fais pas toujours ça, mais avoir les connaissances, juste le savoir, savoir que tu peux avoir un impact, c'est déjà vachement bien. Et puis aussi s'ouvrir à d'autres cultures, parce qu'on a pas mal de témoignages de femmes qui viennent d'ailleurs, Inde, Chine, Japon, où on est beaucoup plus cool sur le sujet de la ménopause. On n'est pas forcément plus cool sur la condition des femmes, mais la ménopause est moins un tabou et les connaissances s'échangent beaucoup plus en famille. Et je trouve ça bien aussi qu'on sorte un peu de notre prisme très ethnocentré et ouvrir ses chakras, se documenter sur la manière dont ces sujets-là sont abordés ailleurs dans le monde. Je pense que ça fait partie aussi de la connaissance. Ouais, surtout que en fait, ça de permettre aux femmes de mieux vivre n'importe quelle étape, parce qu'en fait on parle beaucoup de l'adolescence, la grossesse, alors là surtout depuis quelques années aussi, tu vois, notamment avec Anna Roy qui est une sage-femme qui vient d'ailleurs de sortir un livre sur la ménopause qui est vachement bien. Bah, tu vois, j'ai pas vu parce que j'ai lu son livre énorme, mais je savais pas qu'elle avait aussi écrit sur la ménopause. Il vient de sortir. Voilà, donc typiquement c'est vrai que tout le postpartum, etc., on en a énormément parlé, donc ça y est, c'est devenu, et puis bon, j'avoue que, mais tu vois quand même, quand tu penses que une femme enceinte, allez-y, je vous laisse ma place, mais alors t'as accouché il y a un jour, c'est fini. Moi j'ai vécu ça avec beaucoup de violence en fait, ce shift entre tu portes la vie et puis une fois que ça y est, t'as donné naissance. Alors que par ailleurs, t'es totalement déboussolée. Alors que c'est là que c'est le plus dur, vraiment. Bref. J'ai trouvé ça hyper dur aussi, moi, ce passage-là. Et donc, en fait, je trouve que la ménopause, puisque donc moi je le vis, j'en parle assez ouvertement, même si, voilà, pareil, je suis pas là avec une étiquette, Hello, my name is Lily and I'm menopause, tu vois, mais je trouve que c'est intéressant par rapport au vécu et surtout à ce que je mets en place pour mieux vivre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi avec, tu vois, comment on évolue même professionnellement avec l'âge. C'est une question que je voulais te poser, tu vois, on en parlait au tout début. Mais finalement, l'âge, certes, c'est l'expérience, mais c'est aussi, comme tu le dis, bah, voilà, à 40 ans déjà, enfin, on se connaît quand même soi-même, plus tôt, peut-être pas encore complètement, mais on a fait déjà pas mal le tour. On connaît un peu aussi les autres, on a développé beaucoup de relations interpersonnelles, mais surtout, on sait ce qui est bon pour soi. Et moi qui accompagne les gens, ben, je fais aussi bénéficier finalement de ma propre expérience et de voir tout ce que je mets. Voilà, par exemple, j'ai un coach sportif, j'ai évidemment une coach business, mais j'ai un coach sportif. Et finalement, c'est tellement important pour être une meilleure coach moi-même, pour être une meilleure formatrice, etc. Et donc, grâce à un livre comme le tien, grâce à de la naturopathie, moi, ça m'aide énormément, parce qu'en fait, l'immunité, elle est touchée directement quand on est ménopausé. Moi, j'ai été malade pendant 1 an et demi. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire pour bosser ? J'ai réussi, mais
Et donc, comme tout ce que tu mets en place aussi comme stratégie, mais finalement pour être mieux globalement, et si toi t'es mieux, les autres sont mieux. Et donc ça a un impact. C'est pas juste les femmes en fait, ça a un impact sur toute la société, sur comment on va élever nos enfants, sur comment tu vois, on réagit avec nos amis, nos partenaires de vie, nos familles en général. Tu as complètement raison. Et par ailleurs, comme on est indépendante, on peut encore moins se permettre. Personne ne doit être en mauvaise santé ou avoir un pépin, mais moi, c'est sans filet. Moi, si j'ai un problème de santé, c'est ça. Voilà, j'ai pas d'arrêt maladie, quoi. Voilà. Donc, on est d'accord. Et en même temps, on a des situations plus précaires financièrement, forcément, parce qu'on est indépendante. Enfin, faut vraiment manœuvrer intelligemment pour que ça marche bien. Donc, c'est assez tricky. Donc, pour répondre à ta question, oui, tu as complètement raison. Et mon système, c'est aussi pour ça que mon système est assez horizontal, si tu veux. Et oui. Et qu'il y a beaucoup d'œufs dans beaucoup de paniers différents. Ça, c'était conscient. Non. Ça s'est fait très organiquement. Ça s'est fait organiquement parce qu'effectivement, quand j'ai quitté Vestiaire Collective, donc 1 an plus tard, juste avant le premier confinement, le mois qui précède, mon amie Catel Pouliquin, qui a longtemps été directrice rédac-chef du L, on s'est rencontrés à l'Express. On a bossé longtemps ensemble à l'Express. On bossait dans les mêmes bureaux, mais on ne bossait pas vraiment sur les mêmes sujets. On s'était toujours dit qu'on aimerait beaucoup rebosser ensemble. Et elle me dit qu'elle va arriver à la direction des rédactions du Marie-Claire. Elle me dit « Ouais, mais je sais que tu n'as plus du tout envie d'avoir un boulot à responsabilité. Je sais que tu n'as pas vraiment envie de retravailler en presse. » Et je lui ai répondu tout de go « Balance-moi ton projet éditorial, mais en fait, je te suivrai là où tu iras. » C'est-à-dire qu'elle aurait pu prendre la rédaction en chef du Chasseur français, j'y serais allée. Non, j'exagère un peu. Peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise en le formulant quand elle m'a contactée. Et je le dis maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas vraiment que je fonctionnais comme ça. C'est rétrospectivement que je l'analyse. Je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Avec des amis, des personnes très gentilles, qui ne sont pas que gentilles, mais il y a le point commun de toutes ces personnes avec qui je travaille, que ce soit François Régis et tout le monde, c'est des gens sympas, des gens avec qui j'ai des rapports amicaux, avec qui on peut parler de tout. Et on travaille beaucoup, c'est pas ça, mais des gens, des gens que j'estime énormément, que je suis très, très, très contente d'aller voir. Et donc, Et que tu vas aussi en dehors du contexte professionnel. Oui. Tu vois, donc tu cloisonnes pas tant que ça. Alors après, on se voit tellement dans le boulot que parfois, on a des vies aussi qui font qu'on n'a pas beaucoup de temps de se voir. Enfin, moi, ma vie sociale, elle n'est pas énorme. C'est ça. Parce que j'ai mon fils 1 semaine sur 2, donc je reste à la maison avec lui. Je peux faire des dîners parfois, mais je vais peut-être plutôt voir les gens avec qui je ne travaille pas, parce que les gens avec qui je travaille, je les vois déjà et qu'on a l'occasion de déjeuner ensemble. Oui, c'est vrai. Je vois peut-être moins Catel et François Régis en dehors du boulot que quand on ne travaillait pas ensemble. C'est bon, ça suffit, on se voit tous non, mais les tu vois, jours, tu sais que tu vas te voir. Ce que tu aimes dans une relation amicale, c'est une forme de régularité. Ouais. Mais oui, je me suis aperçue un peu à l'usage que le filtre, il se fait comme ça, en fait. Donc, il y a effectivement... la manière qu'elle a eu de me proposer ce travail était super, parce qu'elle est très respectueuse du fait que j'avais déjà plein d'engagements et que nécessairement je ne serais pas tenue à la même présence que d'autres. Et ça s'est passé après dans une négociation. Moi, je n'ai pas de contrat de travail à Marie-Claire. Tu vois, c'est ça qui fait aussi, parce qu'on rentre dans le dur de la... Ouais. Donc, tu es freelance. Je suis freelance, je facture tous les mois. Je facture tous les mois. Ouais. Et ça, c'est une partie. Je suis salariée de Radio France. Je suis payée en pige tous les mois. Mais une pige, c'est un bulletin de salaire, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai ça. Paris Première, c'est une boîte de prod. Je suis payée partiellement en pige, en droit d'auteur. Et après, je facture un peu à droite à gauche pour plein de choses que je fais. Et je suis payée en droit d'auteur pour les livres. Donc, c'est un système un petit peu complexe, mais enfin pas si complexe que ça non plus. Avec aucune sécurité de l'emploi nulle part. Aucune. Donc, il faut avoir un peu... je suis pas d'une nature spécialement stressée, en fait. Enfin, ça se voit. Je suis sensible et tout, mais je travaille dur. Mais bon, bah... Et alors, justement... En vrai, je bosse un peu moins qu'avant. Ouais. OK. Et alors, mais ça, notamment, parce que c'est un choix. Oui, je me suis acheté une maison de campagne pour ça. Donc... Pour être obligée d'y aller. Et donc, tu t'obliges à ne pas travailler. Parce qu'en fait, comme tu as des problèmes de fosse septique et de toiture... Je me suis donc acheté cette maison pour être sûre d'avoir des problèmes à régler, pour être sûre de lever le nez de mon ordi. Donc tu vas sans bosser, tu t'interdis de travailler dans ta maison. Ça doit être génial, évidemment. Non, mais surtout pour écrire. Oui, mais j'ai quand même calmé un peu le jeu. C'est pas vrai. Il y a des trucs de boulot qu'on me propose, je dis non. Il y a Et alors, qu'est-ce qui te fait dire non ?
simplement le fait que je vois mon emploi du temps et que je sais que j'ai besoin de time off. Ok. Mais c'est pas du time off, je vais me faire les ongles toute la journée, quoique. Hein. Tu pourrais, hein. Mais Non, c'est ok. j'ai besoin d'avoir dans mon planning. Alors parfois, ma vie sociale en souffre un peu aussi. C'est que je peux refuser de sortir parce que je suis trop en kiff d'être chez moi. Dans ta à rien grotte. faire, à bouquiner. Oui, besoin. parce que ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que pour me sentir bien, moi, et c'est une chose que j'ai eu du mal à nommer, mais qui est une réalité dans ma vie depuis toujours, j'ai besoin de lire énormément toute seule chez moi. J'ai besoin de lire 2 livres par semaine. Pour lire 2 livres par semaine. Attends, il y a des livres que je survole un peu, c'est pour le boulot. Ou tu lis en diagonale. Je suis pas... Mais j'ai besoin de ça. Pardon, ça fait un peu fille qui se la raconte, genre... Non, t'inquiète. Mais je le dis parce que vraiment, c'est un besoin. Et en fait, je le dis surtout parce que parfois, tu peux préférer rester chez toi avec un bouquin plutôt que de sortir. Tu as mauvaise conscience. Tu dis, mais je suis vraiment asociale. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut accepter cette part d'introversion. Et l'introversion consiste à recharger ses batteries dans la solitude. Et moi, j'ai besoin de ça, vraiment. Il y a même, tu sais, le concept de ambiverti, le mix entre introverti et extroverti. Et quand on est hypersensible, on a beaucoup cette tendance-là. Et je pense que tu as ça comme moi, tu vois, c'est-à-dire cette aisance sociale, quand même, tu vois. Oui, mais qui m'épuise. Mais qui épuise, et donc tu as besoin d'être seule pour te recharger. Voilà, c'est ça. Voilà. Je ne me recharge pas dans le groupe du tout. Alors, moi, ça peut dépendre. Je me recharge dans certains Mais j'aime moments. Le groupe, mais je ne me recharge pas. Mais c'est très... Enfin, voilà, après, tu as besoin de solitude. J'ai besoin de solitude. J'ai besoin, quand j'ai mon fils 1 semaine sur 2, d'être hyper dispo pour lui, parce que c'est juste trop chouette. Bah ouais. Donc, bien. Bizarrement, quand il était plus petit, enfin pas bizarrement, il se couchait plus tôt. Bah oui. Donc bon, à 19h15, je pouvais me remettre au boulot. Là, ça traîne un petit peu plus le soir. Donc c'est sûr qu'une fois que tu as fait une partie de Uno, que tu as regardé... Il y a le Uno sur la table, je l'ai repéré en arrivant. Une fois que tu as discuté, que tu as débriefé de la journée, voilà, qu'il est 21h, 21h15, que tu as bouquiné un peu, tu t'es mis au lit pour lui finir de lire une histoire et tout. Moi, impossible de me remettre au boulot. Mais tant mieux. Oui. C'est l'âge, je pense. Je pense que je ne suis plus capable de travailler autant. En fait, en vrai, cognitivement, je pense que j'ai quand même un petit brouillard cérébral parfois. J'ai pas tout à fait les yeux en face des trous, la tête sur les épaules. J'ai une capacité de travail moindre, je pense. Ouais. Et je pense que c'est pas mal. Mais je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que je le sais, donc je vais pas me mettre en péril non plus à pas réussir à faire tout. Je renonce à pas mal de choses et je me ménage, ce qui n'empêche pas les charrettes, ce qui n'empêche pas que comme je procrastine un peu parce que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et j'aime bien me mettre un peu... La deadline, là. C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Oui. C'est que l'idée, elle vient pas si j'ai pas un peu la trouille. Ça n'arrive pas. Donc, je suis là à attendre. Et après, moi, j'ai pas mal d'affaires courantes aussi à expédier. Je gère des pages que j'écris pas moi. J'ai aussi pas mal de boulot de gestion. Oui, en tant que rédacteur chef de la rubrique j'ai lifestyle. Pas une grosse rubrique, mais c'est une douzaine de pages par mois. Quand même. Faut quand même tu penser, relis. Voilà. Faut quand même penser. C'est pas un hebdo. Hein. Mais donc, tu vois, c'est du boulot. Et de l'extérieur, je comprends qu'on se dise, mais waouh, elle est incroyable, comment elle fait tout ça. Les sujets, quand même, se mutualisent un petit peu. Enfin, je te dis pas que je recycle dans Marie-Claire ce que je fais ailleurs, mais tout ça est un même bain, un même bouillonnement. Et l'air du temps aussi. Voilà, l'air du temps. Mais effectivement, je ne suis jamais pas en train de penser à ça. Mais comme toi aussi. Mais bien Dès sûr. que tu fais un métier un peu créatif, t'es jamais off. T'es tout le temps en train de dire ah ouais, pas bête ce qu'elle m'a dit, ça pourrait être un sujet. Tiens, je vais la regarder là. T'es jamais vraiment même en repos, vacances, mais c'est vachement agréable. Tu vois, mais bien sûr. Ça, on va pas se plaindre. C'est quand même la chance inouïe des métiers qu'on fait. Enfin, c'est une joie. Moi, mon métier me comble de joie quand même. Hein. Pareil. Et me comble de joie, non seulement parce que j'aime les gens avec qui je travaille, mais parce que c'est cette créativité requise, elle est joyeuse, quoi. Elle est nourricière, elle est spontanée, elle est, même si c'est beaucoup de boulot aussi. On est quand même vachement privilégié aussi. Ah, mais complètement. Privilégié et précarisé, c'est ça le paradoxe. Tu vois, c'est ça. Faut le dire aussi, ça. Mais ouais, je suis d'accord. Bah si, c'est des situations précaires. C'est-à-dire, tu n'as en effet pas cette sécurité, cette stabilité. Enfin, tu peux créer une stabilité. Je pense que tu as une certaine stabilité. Oui, je l'ai quand même. Voilà. Mais en effet, comme tu le disais, c'est sans filet. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'excitation qu'on recherche dans nos profils, je pense. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai été longtemps salariée. Et je n'en pouvais plus, justement. J'ai voulu quitter ça. Parce que déjà, j'avais besoin de mobilité, moi. D'être tout le temps assise à un bureau, ça devenait très douloureux, vraiment. J'ai besoin d'être en mouvement. Et surtout, j'ai ce besoin, un peu comme toi, tu vois, j'ai le podcast, j'ai mes clients que j'accompagne, je fais des formations. J'ai besoin de sentir ça
en plus de ma vie perso, etc. C'est un vrai besoin aussi. Et en fait, c'est ces cerveaux, comme tu le disais, qui sont un peu tout le temps en ébullition. Mais il faut savoir prendre soin de soi. Et c'est hyper important. Ouais. Et justement, je reviens un peu sur j'aime bien quand tu dis jus de cerveau, du jus de crâne. Et à quel point finalement, mais même que, comme tu l'expliquais, Marie-Claire, ce sujet, c'est comme ça qu'ensuite tu as été contactée par une éditrice pour faire un livre. Et je me demandais, on va déguster, est-ce que vous avez genre un peu un comité de rédaction ou est-ce que c'est non, c'est pareil, c'est très libre, chacun vient avec son sujet. Non, alors, parfois il y a des thèmes quand même, d'émissions. Il y a toujours un thème. Donc, il y a toujours un thème, il y a un tableau dans le bureau de l'émission avec des thèmes d'émissions à venir. Il y a un tableau avec des idées potentielles. Il y a le planning et les idées. Les idées, elles viennent de conversations qu'on a les uns avec les autres ou qu'on a avant ou après l'émission dans le bureau. Moi, j'y vais que le jour de l'enregistrement. J'ai un bureau là-bas. Je pourrais travailler là-bas, mais c'est un peu loin. Oui, c'est la maison de la radio. Je suis à Marie-Claire le mardi. Ça, c'est un impondérable. Parfois, je suis à Marie-Claire une autre demi-journée dans la semaine. Donc le reste du temps, soit je suis en tournage pour Paris Première, soit je suis de la maison, j'ai des rendez-vous, je vais à droite à gauche, mais je suis beaucoup à la maison quand même. Où je bosse dans des cafés, je bosse à l'hôtel Grand Amour qui est à côté, que j'adore. Et donc je vais pas au bureau à France Inter, mais j'y passe un moment avant et après l'émission, et c'est des moments quand même très riche où on se dit tiens mais t'avais passé ce bouquin, qu'est-ce que t'en penses, tu crois pas que ça pourrait, tu penses qu'il ou elle est comment, ça pourrait faire un bon invité, mais oui mais du coup faudrait l'inviter avec qui, c'est des mini brainstorming qui durent pas longtemps, et après avec François-Régis on se laisse beaucoup de notes vocales, on dit j'ai vu ci, j'ai vu ça, t'as vu ci, t'as vu ça, voilà. Donc ça se passe comme ça. Et puis voilà pour ce brainstorming complètement informel, il n'y a pas de réunion de rédaction. Et ensuite, pour la fabrication de l'émission à venir, ou des émissions à venir, là, pareil, j'appelle François-Régis, ou je lui laisse un vocal, parfois c'est plus simple, et je lui dis, tiens, j'ai 2 idées possibles. Soit j'ai trouvé une autrice que je ne connaissais pas, qui a sorti un livre génial dans les années 70, ça n'a jamais été traduit en français, et elle parle précisément d'un truc qui a un vague lien avec l'émission. Parfois, ça tient à un fil. Un très fin fil. Je trouve ça marrant, en fait, génial. De faire des pas de côté, parce que si ça ne tenait pas un fil, et si je collais vraiment au thème, je me répéterais au fil du temps. Et effectivement, trouver une idée qui soit à la fois complémentaire avec le sujet général, souvent avec un prisme un peu culturel, ou un prisme d'engagement quel qu'il soit, un engagement vers les ressources ou une initiative solidaire, mais beaucoup quand même de sujets culturels dans mon cas, c'est devenu un peu ma gage, quoi. J'ai un peu fait ça comme ça, sans que ce soit décidé. Ça demande beaucoup de lecture en amont et beaucoup de réflexion, et parfois j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, je l'assume, mais c'est en ça aussi que je me répète pas et que j'ai l'impression de me nourrir encore, et que j'espère les auditeurs et les auditrices y trouvent un intérêt, quoi. Pour moi, c'est un vrai challenge de tes activités. Je l'avais noté comme ça. Comment ne pas se répéter, comment se renouveler. Je trouve en effet que c'est un peu le challenge principal. Ça m'étonne pas parce que j'ai peur, parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours un peu, c'est pas que j'ai peur de déranger, mais comment dire, j'ai le sentiment qu'on peut vite lasser les gens. Est-ce que c'est parce que moi je me lasse un peu vite aussi, même si je suis fidèle, loyale et tout, mais et parce qu'on te voit quand même pas mal depuis longtemps, comme on le disait dans des voilà, tu vois. C'était aussi ça l'intérêt de ne pas être présente à chaque émission tous les dimanches, c'était de me laisser un peu plus de temps pour moi, mais aussi on se disait que c'était bien de diversifier un peu les chroniqueurs, sinon les auditeurs se seraient lassés aussi. Il n'y a pas que moi, et c'est vrai que moi j'ai ce truc un peu de bon, vous êtes sûr que c'est bien, un peu insécure. Confiance en soi, mais quand même imposteur. Oui, mais c'est pas vraiment imposteur, parce que je me sens assez légitime. Tant mieux. Je me sens légitime et compétente. J'ai pas trop de difficultés à le dire, ça, mais je veux pas embêter. Je sais pas comment dire. Donc sur ces entrefaites, il faut vraiment se bouger les fesses pour trouver des manières de raconter des histoires qui soient inédites. Inédites, là, c'est un gros mot, un très grand mot, inédit. Qui soit singulière, singulière, exactement. Tu vois, je reviens un peu aux Bold Women Dinners parce que c'était intéressant, on en a parlé au tout début.
Et c'est vrai que ça a été un peu, bon, on va utiliser une expression un peu galvaudée à force, mais tu t'es vraiment sorti de ta zone de confort, j'ai l'impression, pour faire ça. Et j'aimerais savoir, donc tu as expliqué pourquoi tu avais dit oui. Moi, je me demandais déjà comment est-ce qu'ils sont venus à toi. Et tu vois, comment ils t'ont présenté le projet. Et ensuite, sur le moment, qu'est-ce qui t'a plu tant que tu vois, qu'est-ce qui t'a fait vraiment vibrer pendant. Il y a eu 3 dîners, je crois. 3 dîners, voilà. Je connais un peu la maison. Je connais les équipes com et marketing. Je connais l'attaché de presse de Veuve Clicquot, qui fait les relations presse, c'est l'agence Melchior, fondée par Clarisse Ferrer. Et je pense que eux se sont dit, tiens, qui pourrait être une bonne personne pour animer ces dîners. Donc voilà, ça s'est passé de façon très naturelle. Ils m'ont contacté. Il y a une première réaction comme ça, je dis ah bon, mais t'es sûre, parce que bon, je suis pas entrepreneuse. Tu vois, toujours, ouais, toujours. Ah bon, mais pourquoi moi et pourquoi pas ma voisine, quoi. Alors est-ce que c'est parce que j'ai besoin qu'on me fasse, est-ce que c'est phishing for compliment? C'est ça? Non, je suis pas comme ça. Ça va être ça, ce serait trop la honte. Oui, on te trouve tellement génial. Non, c'est pas, je suis pas comme ça, je crois pas. Non, c'est plutôt. Vous avez bien compris que je n'étais pas entrepreneuse, ou je ne suis entrepreneuse que de moi. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, ne soyez pas déçus, quoi. C'est plutôt ça. C'est pas de l'imposture, on est bien au clair, quoi, que les choses soient bien dites. Voilà, il y a un petit truc comme ça. Qu'il n'ait pas d'attente autre que ce que tu peux apporter. Voilà, vous savez bien que je suis pas hyper calée en business, que voilà. Donc c'est border imposture, mais pas tout à fait. C'est encore une sous-division. C'est une subtilité très intéressante. Il va falloir qu'on trouve un nom pour ça. Ouais, c'est ça. Brainstormer là-dessus, c'est génial. Et une fois que j'ai compris que tout le monde était on the same page, j'ai dit oui avec plaisir, parce que précisément, oui, j'avoue, j'ai ce truc quand même. J'aime bien faire des trucs qui me font un peu peur et qui me. J'aime quand même bien ça. Oui. Mais d'ailleurs, au départ de l'action, je ne suis pas quelqu'un qui avait envie ni de parler dans un micro, ni d'être filmé par une caméra. Je suis une ancienne très timide, qui avait peur d'aller au tableau. Voilà, je priais pour ne pas être interrogée en classe. C'est pas du tout mon truc. Si tu m'avais dit quand j'avais 15 ans que je serais en train de faire ça, même te répondre là, j'aurais dit, mais over my dead body, quoi. Mais à un moment, je pense, pas très tôt dans ma vingtaine, je me suis dit, en fait, ça suffit, quoi. Ça suffit, j'ai aussi envie d'avoir une vie professionnelle singulière et intéressante dont je ne vais pas avoir le choix. Ce qui fait que souvent, je ne me laisse pas trop le choix. Un truc un peu qui fout un peu la trouille, qui est un peu déplaisant. En fait, j'ai pas beaucoup peur. J'ai pas peur, en fait. Non, j'ai pas peur. Je peux avoir un peu d'anxiété. Je peux me dire, oh là là, mais pourquoi moi? Et puis un peu comment je vais faire? Oh là là, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais c'est de l'adrénaline, en fait. Mais je dis quand même oui. J'ai quand même pas peur. Et j'aime bien être contente après. Et j'ai ce truc comme un peu de curiosité. Quand Veuve Clicquot me contacte pour ça, je me dis ça va être des chouettes soirées. Ça va être chouette. En plus, il y en a juste 3. Enfin, voilà, c'est assez exceptionnel. Puis c'est une maison que j'aime bien. C'est des filles vachement sympas, hyper engagées dans ce qu'elles font. C'est une maison qui soutient les femmes depuis longtemps. C'est pas du bullshit, si tu veux. Oui, c'est le premier prix aussi pour les depuis femmes. Depuis 1978, je crois. Même, c'est très ancien avec aussi. Une base de données de femmes dans l'entrepreneuriat partout dans le monde. Je trouve ça quand même assez épatant. Donc rien que pour ça, j'ai envie de les soutenir. Ça se passe dans un restaurant que j'aime beaucoup avec une chef que je trouve brillante, géniale, Alice Thuillet, elle est incroyable, Faubourg d'Aimant. Donc c'est chez elle. Il y a tout qui est réuni pour me séduire. Et le casting des personnes que je vais interviewer me plaît. Et je me dis, si il peut se passer un truc. En fait, j'aime vraiment bien les rencontres quand même. Alors que je suis introvertie, timide, ambivertie. Ambivertie, ouais. C'est l'ambivalence dans le, tu vois. Ça va me fatiguer, je sais. Je vais mettre quelques jours à m'en remettre, mais ça vaut le coup. Mais tu sais justement qu'après ça, tu te prévois pas de faire 3 enregistrements. Bah oui, mais c'est ça aussi. Oui. Voilà. C'est là où je me connais mieux. C'est que je me mets pas en danger. Exactement. Alors je me mettais beaucoup en danger autrefois. Voilà. Je dirais depuis 5 ans, 5-6 ans, 5 ans. C'est plutôt après le confinement que j'ai commencé à arrêter de me mettre en danger, parce que pendant le confinement, je me suis mise en danger à faire beaucoup trop de choses. Je voulais tout faire. Je voulais cuisiner pour les étudiants, je sais pas, tout travailler le dimanche, tout, je sais pas.
En plus, j'ai perdu mon père au début du premier confinement, début mars, donc il y avait quand même beaucoup de choses à gérer. Donc tu imagines Oui, je sais ce que c'est. un décès, pas d'enterrement. Et alors en plus ça, dans ces conditions-là, c'est terrible. C'était complètement fou de m'imaginer qu'en plus j'allais mettre au service d'autrui. Oui, tu en as même parlé dans Marie-Claire. Oui, j'en ai parlé. Papier, sur le sujet. Et là, je me suis mise un peu en danger psychiquement, je pense, sans m'en rendre compte. Parce que ce qui j'étais peut comme être un logique robot. Aussi en perdant un parent. Moi qui ai vécu les deux, j'ai perdu les deux, je peux comprendre. C'est pas absurde, ça peut même être un réflexe un peu de survie, d'être extrêmement, extrêmement occupé. Et je l'ai payé un peu après. Et depuis lors, effectivement, je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire, j'annule plus. En revanche, je dis non. Je dis, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le pouvoir, je vais pas avoir le temps. C'est bien. Je fais pas de déjeuner, par exemple, très très peu. Alors que dans mon métier, tout le monde déjeune. Et j'explique sincèrement, je dis, tu sais, en fait, si je commence à déjeuner, je m'en sors pas dans ma vie parce que si je déjeune, ça veut dire que je me suis arrêtée de bosser à 12h15 et je reprends pas avant 14h45. Si j'ai mon fils à 18h, c'est mort, quoi. Et quand j'ai pas mon fils, je préfère faire des full traites de boulot. Et avant, j'aurais dit non. Là, je dis je vais pas pouvoir. En fait, je déjeune pas dans les prochains mois. Je déjeune, je mange, je m'alimente. Bien sûr, oui. Mais tu ne fais pas de déjeuner professionnel. Voilà. Cela dit, quand on s'est vu, c'était un déjeuner, mais c'était un peu spécifique parce que c'était avec l'attaché de presse qui voulait te faire découvrir. Et c'est très différent, c'est que c'est quelqu'un qui me proposait depuis longtemps de déjeuner. Il y a des exceptions. Je ne suis pas complètement fermée non plus, mais c'est quand même très rare que je le fasse. Là, effectivement, c'était un contre-exemple. Il y en a quand même. Bah, évidemment. Parce que si je me mets à déjeuner, ça veut dire aussi que le soir, je ne peux pas faire un déjeuner et aller boire un verre avec une copine. C'est trop d'activité, quoi. Et c'est très important quand même de ménager ses amitiés. Je trouve. Et non, j'ai vraiment appris à mieux me connaître, mais c'est tard en âge. Ouais, mais ça fait 5 ans, 6 ans. C'est tardif. Donc là, on a vu déjà toutes tes casquettes, toutes tes activités. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire encore, des nouvelles choses? Oui. Ouais. Il faut que je fasse des nouvelles choses. Ça, c'est mon côté, tu vois. Ben oui. Je veux pas prendre la lumière, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, mais j'ai quand même un sentiment un peu de la vie est courte et de faut avancer. Tu as déjà des idées? J'ai des choses qui me traversent et que je note dans des cahiers. J'ai des pistes possibles. Et pour l'instant, rien de concret. Parce que j'aimerais bien ne rien arrêter de ce que je fais déjà. Eh oui. Donc il faut que ça vienne compléter. Voilà. Ok. Je sais pas exactement. C'est encore un peu tôt pour en parler parce que par ailleurs, c'est vraiment là, c'est du jus de cerveau de moi avec moi-même. Je suis pas tellement dans là où j'aimerais être. Je fonctionne pas tellement comme ça parce que précisément là où j'aimerais être, c'est un peu à Paris, un peu dans ma maison de campagne que j'adore, et un peu à la radio, un peu à la télé, un peu avec des gens que j'aime. Donc c'est pas, je voudrais tel poste. Il y a pas de poste pour moi. Non. Il n'y en aura plus et je n'en souhaite pas. Donc c'est très différent. C'est presque plus facile de se dire, j'aimerais être dire comme d'une boîte, je dis n'importe quoi. Non, je veux pas ça. C'est plutôt. Oui, c'est presque plus intangible en fait. C'est plutôt, est-ce que je veux plus aller vers des sujets de vieillissement, m'emparer plus de cette parole-là où j'ai posé les premiers jalons qui sont vraiment des sujets qui me passionnent. Est-ce que j'embrasse ça davantage que je ne le fais? Parce que finalement, je l'ai fait pour la promotion du livre, je le fais parfois invité au titre du livre, je le fais dans des podcasts, j'ai fait une petite promo pour une marque qui s'appelle Oh My Cream où j'étais un peu égérie. C'était ce poste-là en fait que j'ai lu exactement. Donc, et je l'ai fait parce que c'était aussi une occasion de prendre la parole, mais ça répond pas à un plan de développement sur peut-être que j'ai envie de m'emparer plus de ce sujet-là. Justement parce que je trouve qu'il a perdu un peu du terrain. Paradoxalement, j'avais imaginé une espèce de montée en puissance et je trouve que finalement, elles sont où? Les Naomi Watts, les Gwyneth Paltrow, les Drew Barrymore, qui parlent de ça à longueur d'émission et qui font un vrai business autour de ça aussi. Parce que s'il n'y a pas aussi comme une activité entrepreneuriale, Elle Macpherson aussi. Et je pensais en fait qu'il se passerait ça, mais je ne le vois pas vraiment. Même si je trouve que les marques, notamment soins et cosmétiques, parlent de ça plus librement, mais pas vraiment non plus. Je pensais qu'il y aurait de plus grandes avancées. Donc je me questionne un peu là-dessus, parce que j'ai un début de légitimité à le faire, que le sujet me passionne, et que par ailleurs, je ne vais pas rajeunir a priori. Donc, de facto, j'ai intérêt à... C'est ça. J'aime bien aussi, moi, les jobs qui te nourrissent de connaissances sur les sujets qui te concernent.
C'est que moi, j'adore la bouffe, j'adore cuisiner. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas Oui, parlé, parce que c'est tellement évident. Mais finalement, oui, on est quand même, on parle de food depuis le début. C'est vrai. Parce que, en fait, tu as des origines pareilles, on ne l'a pas évoqué encore non plus, mais tu as quand même des origines un peu mixtes. Enfin, en tout cas, ta mère est suédoise. Ma mère suédoise, mon père était français. Voilà, mais tu as vécu un peu dans plusieurs pays. J'ai grandi en Suisse et j'ai vécu un peu en Suède quand j'étais étudiante. Non, je suis plutôt très parisienne. Okay, moi. Ouais. Mais par contre, tu as beaucoup voyagé, donc tu as quand même je énormément voyage d'influence. beaucoup. Oui, et je suis très, très poreuse, quoi. Ouais. Je suis très... je m'intéresse... Enfin, c'est un peu débile de dire ça, mais je m'intéresse à beaucoup de cultures différentes. Et donc, ça commence notamment par le truchement de l'assiette ou du marché. C'est vrai que ça me passionne. Et c'est vrai que je peux soudain décider que je veux savoir absolument ce qu'on mange en Azerbaïdjan et sans y être allée. Je voyage beaucoup par le truchement d'une recette et de répertoire culinaire et de tradition. C'est un sujet qui me passionne. Et c'est vrai que si j'ai beaucoup, beaucoup écrit, si mon sujet, c'est beaucoup l'alimentation et la cuisine, c'est parce que ce sont des sujets qui me passionnent. Le sujet du vieillissement, de l'âge et de la manière dont il est regardé par une société me passionne. Donc peut-être que c'est pas complètement idiot de se spécialiser là-dedans et de faire de mon métier la matrice de quelque chose qui vraiment m'intéresse intellectuellement aussi, quoi. Mais oui. Il y a ça, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. L'artisanat m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup les savoirs populaires, j'aime beaucoup les traditions populaires, j'aime beaucoup les objets du quotidien. Je dis ça comme ça parce que je te parle des choses qui m'intéressent. J'y vois pas forcément, nécessairement, immédiatement quelque chose. Je suis pas en train d'annoncer que je vais être céramiste, hein, parce que je ne sais rien faire de mes 10 doigts par cuisiner. Donc ça, moi, tu me devant un tour de potier. Non, moi, devant un tour de potier, je suis comme une poule devant un couteau. Non, je sais cuisiner et c'est tout. Donc c'est pas ça que je suis pas en train d'annoncer. Non, mais en revanche, c'est des sujets qui me passionnent, que je mets en avant d'ailleurs dans Marie-Claire. Hein. Je fais beaucoup de portraits de personnes, de femmes qui travaillent dans ces métiers-là, qui travaillent le verre, le bois, la céramique, qui font des choses de leurs mains. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, ça me passionne. Donc c'est une intelligence, une sensibilité et des patrimoines que je trouve merveilleux. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas d'idée concrète, mais c'est deux espèces de sillons. Qui vraiment m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu te considères influenceuse, ce terme un peu à la mode? Personne n'aime trop ce terme. Non. Non, parce que je suis vraiment une journaliste qui poste des choses. Donc je poste. Influenceuse, il faut quand même avoir une régularité dans la production de contenu qui n'est pas la mienne. Et je suis bien incapable, même quand je me dis demain, ce serait bien que je fasse ça comme poste, flemme. Flemme géante. Je n'ai rien fait. Flemme. Voilà. Et puis toujours un petit peu ce truc. Alors là, c'est ce côté, j'aime pas beaucoup prendre la lumière. Je suis toujours un peu gênée. Toujours un petit peu... Parfois, je poste des photos de moi. Et quand c'est au service, typiquement, de la marque pour My Cream, et que j'en profite pour faire un post sur le vieillissement, là, je suis ravie, j'assume. Hein. Parce qu'il y a une cohérence, justement. Il y a une cohérence entre ta ligne éditoriale personnelle, donc professionnelle. Mais non, pour être influenceuse, il faut vraiment avoir envie, je pense, quand même, de... Faut avoir envie de poster tous les jours quelque chose, quoi, non? Je sais pas. C'est vrai. Moi, ça me... Dans un monde idéal, j'aurais pas les réseaux sociaux. Hein. Parce que tu as quand même 74 000 followers. Oui, mais c'est sans grand mérite. Je suis visible à la télé. Tu passes à la télé, tu as des followers. Et puis quand même, je pense que je poste des choses simples et accessibles. Mais oui, c'est peut-être un truc que je devrais bosser davantage. Ou pas, non, mais c'est une vraie... Beaucoup de personnes me disent, c'est un peu dommage, tu pourrais doubler tes followers si tu postais tous les 2 jours. Mais je sais, mais c'est pas la bande ça passante que tu recherches. Non, mais en plus, c'est pas ça que tu recherches. C'est pas vraiment la bande passante. Non, puis j'ai une partie de moi, je travaille... J'ai un petit côté flemmard aussi. Je suis les deux. Je suis travailleuse flemmarde. En général, les très bons travailleurs, c'est pour justement, tu vois, contrer une flemme profonde. Non, et donc, tu bosses comme ça, au moins, hop, c'est fait. Non, mais c'est vrai. Tu sais ce que François Régis dit de moi? Il dit que je suis une glandeuse. Il m'a dit glandeuse une fois, il m'a dit contemplative, ce qui est plus joli. Contrariée par son ambition. Pas l'ambition au sens dans qui règle le parquet, mais l'ambition de faire des choses chouettes. Cette ambition de faire des choses chouettes m'a obligée à sortir de mon canapé. C'est ça. Génial. C'est-à-dire que moi, je pourrais vraiment passer ma journée à une terrasse de café, à regarder passer les gens, à aller au marché et à bouquiner tout l'après-midi. C'est ma vie rêvée. À la campagne. Je pourrais absolument arrêter de travailler. Ça va être ta vie de retraité, non? C'est pas tout de suite, mais... Ou peut-être un petit livre par-ci, par-là, quand même. Quand même. Est-ce que tu te vois vraiment... Parce que tu dis ça jamais aujourd'hui, rien. Mais voilà, je ferai jamais rien. Je pense que malgré tout, même si tu arrives à ralentir ton rythme, parce que c'est quand même ça, et c'est déjà ce que tu as amorcé, n'est-ce pas, depuis 5 ans, comme tu le disais,
Mais je pense que quand même, tu auras toujours besoin, parce que c'est ça aussi d'être créatif au sens très large, tu as toujours besoin de créer. Le cerveau, il est, enfin, tu vois, il est là, il est connecté, ta sensibilité, tu vois, l'esprit presque un peu visionnaire sur certains sujets, notamment sociétaux, comme tu le dis, etc. Enfin, tu as quand même besoin d'être stimulé. Oui, mais je pourrais très bien me stimuler en bouquinant chez ouais, moi. C'est vrai. Non, mais j'exagère un peu quand je dis ça. C'est aussi très... c'est une phrase de femme privilégiée qui sait très bien qu'elle pourra toujours proposer des choses. Enfin, pas toujours. Pas toujours. On reste des femmes... voilà. Et on peut nous cantonner à un truc et plus vouloir de nous et on peut être bonne pour la casse. Je ne suis pas naïve non plus. Hein. Mais a priori, dans ma position, si je m'arrêtais de bosser et qu'une fois tous les 3 ans, j'ai envie de faire un livre, a priori, quelqu'un m'écoutera. Ça ne veut pas dire que ça se fera. Donc, c'est plus facile de dire ça dans ma position très privilégiée professionnellement qu'à une autre position. C'est évident. À suivre. Donc. J'adore. Bah écoute, alors, avant de clôturer, tu sais, j'aime bien terminer par un dernier mot et je laisse le dernier mot à l'invité. Donc, quel est le mot là sur lequel tu as envie de conclure cette entrevue ? Gentillesse. Quand Karim Leclou a eu le César du meilleur acteur il y a quelques semaines, qu'il a dédié son César à tous les gentils, non, mais regarde. Bah voilà. Ah ouais. Je crois beaucoup à ça et je trouve ça hyper bien qu'ils le disent et je trouve que si on pouvait mettre un peu plus de gentillesse, ça fait un peu nunuche ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Non, ça m'a vraiment touchée. Ouais. J'en fais beaucoup l'apologie, moi, de la gentillesse, Bah écoute, un peu gratuite aussi, parce que la gentillesse va avec une forme de gratuité aussi. On ne fait pas les choses par intérêt. Moi, je vais te le dire, la façon dont tu as communiqué avec moi depuis le début, et même jusqu'à encore tout à l'heure, j'avais un quart d'heure d'avance. Mais en fait, on le sent, tu as une profonde gentillesse. Mon mari est comme ça, et vraiment, je sens, tu vois, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est d'une profonde gentillesse, et je sais aussi les répercussions que ça peut avoir quand on est très gentil. Hein. C'est pas toujours facile. On peut risquer de se faire un peu, tu vois, bousculer. Marcher sur les pieds, ce qui fait que parfois on se venge, on n'est pas toujours gentil. Voilà, mais en tout cas, tu vois, je vois très bien. Et vraiment, je te le dis, Elvira, parce que ta communication, même écrite, tu vois, la façon dont tu m'as demandé avec une extrême gentillesse de décaler juste trois quarts d'heure, tu vois. Enfin, vraiment, je te le dis parce que, en fait, ça m'a frappée tellement, j'en ai pas l'habitude. Attends, tous les gens qui communiquent avec moi sont toujours. Oui, c'est très bien, j'ai pas de souci, hein, attention. Mais j'ai vraiment senti, tu sais, souvent quand on communique, quand on envoie un texto ou quoi que ce soit, on sent le speed. Et je suis la preuve, tu vois, je fais moi des efforts parce que je suis très très speed. C'est un de mes soucis, voilà. Mais toi, on sent, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, on sent que tu es assez posée. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais, et je suis posée et exposée. Ouais, je suis ambi là aussi. Tu vois, voilà. Mais en tout cas, je te le dis parce que donc non, c'est pas nunuche cette gentillesse. Et oui, merci aussi en effet à Karim Leclou. C'était tellement beau son discours. Bien. Vraiment. Ça me travaille depuis que je l'ai entendu. Ah, ça m'étonne pas. Tout le temps. Ça m'étonne pas. Voilà. Ouais. Donc oui à la gentillesse. Merci pour tes mots, Lily. Merci à toi, Elvira. J'ai adoré cet Moi aussi. entretien. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.